Bonsoir tout le monde, ce soir à Sortie de classe. Eugénie Petitgros d'Aide et Art Et Roberto Gauvin, on va parler de leadership au niveau de la direction. Mesdames et messieurs, on part Sortie de classe après ceci. Stéphanie Demers, bonsoir. Salut Pierre Gagnon, ça va? Ça va très bien, toi? Certainement. Grosse semaine? Hey, c'est fin septembre, mais non, ça va bien, ça roule, ça roule. Toi, de ton côté? Ça va très bien, ça roule comme tu dis, mais fin septembre, c'est aussi le début de... il commence à faire un peu plus noir rapidement, le premier bulletin s'en vient. Première communication, on voit un niveau de stress, un petit peu d'anxiété monter, et c'est, à mon avis, le meilleur moment pour commencer à prendre soin de soi si ce n'est pas déjà fait. Effectivement, tu as bien raison. Parce que c'est bien beau prendre soin de ses élèves, mais il faut prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres. Et voilà, comme le masque dans l'avion. Avant qu'on commence et puis qu'on invite Eugénie, j'ai des petits messages, évidemment, comme d'habitude. Donc, vous pouvez toujours commenter. Donc là, nous sommes à 3 endroits ce soir. Nous sommes en direct sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka, sur la chaîne YouTube, mais aussi sur mon propre compte personnel de Twitter. Mais en passant, si vous êtes sur Twitter et vous nous regardez, vous ne pourrez pas commenter. Donc, transférez sur la page du Centre d'apprentissage Ludoka. Vous pourrez commenter, poser des questions à nos invités en direct, mesdames et messieurs. Donc, gênez-vous pas pour poser vos questions puis dire, mettez un petit pouce en l'air quand nos invités disent des belles choses. Puis même des fois, des petits pouces quand vous n'êtes pas d'accord. Parce que des fois, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord. Non, mais on a le droit. Absolument. On a le droit. Hey, on est ouvert. On est ouvert. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok. Donc, Mme Stéphanie Demers et Pierre le prof, on est des TikTokers et TikTokeuses. Donc, gênez-vous pas. Pour revoir l'émission, n'oubliez pas que c'est sur ludoka.ca/sortie de classe. En fait, vous avez les 3 saisons précédentes là. Et il y avait, mesdames et messieurs, du stock là. Mais il y avait vraiment des belles choses déjà. Des invités extraordinaires. Donc, allez voir ça. Ne vous gênez pas pour vous abonner à l'infolettre ludoka.ca pour connaître nos nouveaux invités et tout ça, pour en savoir un peu plus. Et n'oubliez pas non plus que la vidéo que vous voyez là présentement sera transformée en podcast dans les prochaines heures. Il faut me laisser un petit peu de temps, là, mais d'habitude, là, ça se fait dans les 48 heures qui suivent. Donc, on va pouvoir mettre ça sur n'oubliez pas, sur les différentes plateformes, mais n'oubliez pas, la balado s'appelle Pierre qui roule. Donc, allez voir ça. Allez écouter ça pendant que vous vous entraînez, que vous pensez à vous ou dans le trafic. Parce que ça peut arriver que tu sois dans le trafic puis que tu fasses « Qu'est-ce que je peux faire? » Ben, tu nous écoutes. Pour ne pas perdre mon temps. Pas perdre ton temps. Et ça pourrait même faire partie de ton développement professionnel. Donc, et pourquoi dans les heures. Exact, dans les heures que tu dois faire sur 2 ans. Et sans plus tarder, parce qu'on sait que le temps avance très vite dans la sortie de classe, on va accueillir déjà notre première invitée. Je te laisse nous la présenter après ceci. Parfait. À tantôt. À tantôt. Salut Eugénie! Bonjour Stéphanie, ça va bien? Ça va? Oui, toi? Oui, merci. C'est le cas de le dire. Bonjour pour toi, bonsoir pour nous, parce que tu es au... Je suis au Japon! C'est pas un faux, c'est un vrai? Écoute, mais là, attends, là, avant qu'on arrive là, on va commencer par le début. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, parce que là, tu es la fondatrice d'Aide et Art, qui est une entreprise de téléorthopédagogie. Comment tu as fait pour arriver là? Moi, je veux tout savoir. OK. D'abord, merci de m'inviter puis de s'intéresser là, à ce réseau d'aide là, qui est à l'international. Donc, j'ai fait mes études au Québec, mais je suis d'origine française et canadienne. Donc,
quand j'ai terminé j'ai eu mon diplôme en adaptation scolaire et sociale. Je suis allée travailler à l'étranger. Donc, j'ai passé par une petite série de pays là, que je peux énumérer. J'ai commencé par la France, puis je suis allée en Australie, je suis allée au Paraguay, aux Philippines et maintenant je suis au Wow! Japon. Donc, toujours en travaillant dans l'enseignement, puis dans l'aide aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, là, comme ils appellent, mais les élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, bien sûr. Donc, Mhm. quand j'ai commencé à travailler dans le système scolaire français, je me suis vraiment intéressée à ce qui se fait. Donc, que c'est un accompagnement qui est différent de ce qui est apporté, puis des connaissances que j'avais eues à l'université, ce que j'avais vu et fait aussi au Québec en orthopédagogie. Donc, j'ai voulu un peu combiner mes 2 origines, puis ces professions-là. Donc, c'est ce qu'on a mis en place, petit à petit dans certains pays et puis, en vivant des belles réussites, des parents satisfaits, des enfants qui progressent, bien sûr, on connaît les impacts positifs de l'orthopédagogie. Je me suis dit: «Ben, pourquoi se limiter à un pays finalement?» Les élèves déménageaient, on continuait en ligne, on faisait déjà, de la téléortho avant la pandémie. Bien Alors, avant la pandémie, là. c'est ça. Alors, parce qu'on est dans des situations d'expatriation des élèves qui arrivent dans un pays pour 3 à 5 ans, peut-être parce que les parents travaillent dans ce pays-là et ils vont changer de pays. Donc, on Ouais. continuait des fois le suivi. Donc, on s'était là déjà un peu familiarisé à ça. Et puis, je me suis dit, ben, finalement, on n'est pas obligé de rester dans une école, puis on n'est pas obligé de rester dans un pays. On peut aider finalement encore à l'international. Donc, c'est comme ça que ça s'est créé petit à petit. Avec après, donc moi toute seule, mais en étant enceinte, j'ai délégué, j'ai eu de l'aide. Donc, on s'est monté une équipe petit à petit qui continue à se construire. Puis, Donc, est-ce que c'était des gens, là, ça va arriver, là, je te coupe comme ça, il m'arrive des questions. Est-ce que c'était ouais. des gens qui étaient au Québec quand tu t'es affilié? Est-ce que c'était Mmh. des orthopédagogues formés au Québec? C'est la particularité d'IDR qui est, d'utiliser, moi, que je trouve des compétences, puis toutes ces pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces qu'on met là, en place au Québec et de les moi, j'appelle faire voyager, d'exporter, combiner, de la fusion Mhm. avec, dans l'éducation du système scolaire français. Donc, parce que nos élèves sont vraiment dans les écoles françaises à l'étranger, pour la très, très, très grande majorité. Et puis, les orthopédagogues sont vraiment diplômés, en enseignement en adaptation scolaire et sociale au Québec. Donc, c'est OK. ça là, ouais, c'est d'apporter donc cette, richesse-là de l'équivalence des programmes. Puis bien sûr, je dirais que les familles qui, qui 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 font confiance à nos interventions, sont assez ouverts d'esprit pour savoir aussi qu'on a un accent, Mhm. puis des Mhm. expressions. Mais je pense aussi que les orthopédagogues s'adaptent comme on s'adapte aux élèves, on s'adapte et puis qu'on est ouvert à dire si j'ai parlé trop vite ou même si j'ai fait des efforts pour bien prononcer, il se peut que tu ne me comprends pas, donc dis-le moi. Mais tout se dit et puis ça se passe très bien parce que je pense que c'est aussi le côté qu'ils viennent chercher d'avoir, des méthodes, des techniques qui sont un peu alternatives par rapport à ce qui se fait Ouais. dans leur Parce que quotidien. là, tu as les 2 dans le fond, que les 2 communautés, là, si on peut dire ça comme ça. Mouais, Tu as c'est des ça, des Québécois, mais tu as aussi des personnes, tu as des Français aussi c'est ça. et si les gens font référence, dans le fond, à un service en orthopédagogie, c'est parce que les jeunes ont des difficultés scolaires et là, comment nos jeunes du Québec qui sont expatriés dans, les écoles françaises un peu partout, comment ils s'en sortent? Comment ça se Ben, c'est passe? intéressant là, ce que tu dis par rapport à des Québécois. Alors nous autres, on en aide quelques-uns qui sont à l'étranger, mais c'est finalement, il y a beaucoup plus de Français, je dirais, de France, français vraiment ou belges ou bon, mais européens, francophones à l'étranger que de OK. Québécois. Alors, il y en a certains, hein, bien sûr, on a quelques familles canadiennes, mais la plupart, sont vraiment et puis des couples mixtes. Donc, c'est vrai que ça fait une dynamique aussi, de bilinguisme, voire multi là, vraiment, parce qu'ils vont à l'école française Mmh. et un des parents, des fois, c'est que la langue scolaire, en fait, c'est même pas une langue maternelle. Parfois, c'est l'un des 2 parents qui est français. Donc, on est aussi dans
ce contexte-là. Comment ils s'en sortent, je dirais, par rapport à des Québécois où je pense que là, ils s'y retrouvent avec nous, qui voilà, c'est leurs origines, avec des Français, comme je disais, on s'adapte et puis je pense qu'ils aiment bien, en fait, parce qu'ils trouvent que c'est mélodieux, que c'est d'autres techniques. Et puis après, nous, comment que les orthopédagogues aussi s'en sortent, je dirais. Il y a tout un Mhm. accompagnement, je dirais aussi sur la culture. Des fois, on se parle, puis il y a des choses qui les frappent ou qui les surprend, ou je dis, bon, puis un accompagnement sur les équivalences. On est en train de monter un système aussi pour les termes, mais en général, on vient qu'avec un premier élève, on s'habitue, puis ensuite un autre. Donc, on y va tranquillement aussi. Puis, Puis, est-ce que du côté français, est-ce que, d'abord, il y a des orthopédagogues, j'imagine, dans les communautés françaises? en fait, Ça existe-tu? c'est comme ça que j'ai commencé, dans le sens où ça n'existait pas en 2015 quand je suis arrivée, là, vraiment, à Manille, où je l'ai mis encore Mmh. plus, mais j'ai commencé quand je suis partie, il était déjà 2012, quand je suis allée en France. Et ce qu'il y a, c'est il y a plusieurs professions. Bon, bien sûr, il y a des orthophonistes et c'est vraiment ce professionnel qui est référé en premier, en fait. OK. Ensuite, ouais. Et puis, ce qu'ils mettent en place, c'est, ils appellent des AESH, donc des accompagnements qui vont être à côté de l'élève. Donc ça, c'est un moyen. Après, il y a des ergothérapeutes, il y a, bien sûr des psychologues, voilà. Mais la profession d'orthopédagogie n'existait pas et n'existe toujours pas à l'université. C'est une école, de formation sur un an avec OK. quelques beh, bon, voilà, c'est pas une formation, à temps plein. Donc, OK. par C'est contre, pas en comme notre Belgique, formation qu'on a ici au Québec. de 4 ans minimum à temps plein à l'université, Ouais, là, non, OK. c'est ça. Fait que là, eux, c'est plutôt une aide, là, comme tu as nommé tantôt, qui est là près de C'est l'élève, en ça. classe, mais c'est pas la formation en tant que telle. C'est tout le défi aussi d'apporter cette, vision-là et de comprendre les impacts positifs de l'orthopédagogie et que c'est autant efficace en Le téléorthopédagogie. besoin, ouais. Parce que c'est souvent, si ce n'est pas explicité ou alors ça peut être confondu très rapidement avec de l'aide aux devoirs, avec du tutorat, ce qui est très bien, mais qui est pas, je pense, qui ne répond pas aux mêmes besoins selon les élèves. Si on veut exceller ou si on a vraiment des problèmes, d'apprentissage avec vraiment des méthodes qu'on va mettre en place, des stratégies, bon, je pense que ça ne répond pas au même public, en fait. Et puis, Mmh. c'est vrai que maintenant, dans l'équipe, de plus en plus, je reçois des demandes de Belges. Alors, en Belgique, il y a une formation universitaire, au Liban aussi. Donc, peut-être OK. qu'on sera amené à agrandir côté Europe, mais pour l'instant, en tout Alors cas, là, ces gens-là, dans le fond, vous approchent parce qu'ils veulent faire partie de de l'équipe l'équipe, ADA. tout à fait. Wow! Ben, non, Mmh. c'est gratifiant pour vous autres, dans le fond, c'est gratifiant pour Ouais. toi. Ouais, puis je pense qu'il y a un beau lien de confiance qui commence à se créer, parce que bon, ça fait depuis 4 ans maintenant, tout juste 4 ans depuis ce mois-ci et puis, donc petit à petit, ça se Mmh. fait bien connaître. Nous, on vit beaucoup par bouche à oreille, donc ça permet aussi de Oui. voir qu'il y a vraiment de la qualité là, des résultats finalement. Puis Mmh. ton équipe, dans le fond, peu importe ils sont où, le service est disponible. Donc, c'est de faire connaître ce service-là parce que de l'orthopédagogie, si je pense au système québécois, on fait des sous-groupes. Il y a des orthopédagogues qui vont dans les classes, font des interventions de groupe, font des petits ateliers. On a des sous-groupes où les élèves sont sortis des classes pour aller travailler des apprentissages plus spécifiques. Des fois, il y a du 1-1, mais les orthopédagogues ne fournissent pas parce que il y a beaucoup de difficultés d'apprentissage et depuis la pandémie, on a fait Ouais. Il y a fois eu 2, des fois 3 là, dans articles, hein. les difficultés Il y a eu des d'apprentissage. Oui, oui, recherches oui. comme quoi que ça oui, oui, selon les résultats, des tests de 2000, je pense que c'était de 2000, je sais plus ce que j'ai de l'année, moi, c'est vrai qu'il faut des petits problèmes des fois comme je disais, accès lexical, C'est mémoire, pas bon, mais j'ai grave. besoin d'avoir des petits visuels. Mais, bref, avant la pandémie et qu'il y avait vraiment un écart de points par rapport, là, à maintenant, quand ils font les mêmes évaluations pour Mmh. voir justement, Mmh. donc oui, il y a eu des pertes en fait un peu, hein. Donc, faut rebâtir puis revoir un peu les méthodes parce que
selon l'âge aussi, selon, il y a eu vraiment, je pense, effectivement, des élèves qui Mhm, lisent sur les lèvres, qui n'ont pas eu cet accès-là avec le masque, avec, mhm. une, bon, une Oui, ben rigueur, une ça, là, ça discipline, m'amène c'était à ma différent. prochaine question parce que là, Manon pèse sur le piton parce que là, on a des images intéressantes. Ah! Parce que là, l'organisation avec les écrans, les filages et tout, parce qu'on s'entend que les élèves qui vont travailler en orthopédagogie, c'est des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont besoin de soutien visuel, qui ont besoin de manipuler. Et là, moi, ça m'impressionne. Ben, ça, c'était des images que j'ai envoyées effectivement, même, c'était vraiment dans les débuts, puis, je pourrais, j'ai envoyé ce que mais bref, ce que je veux dire, c'est que maintenant, tout évolue et puis effectivement, maintenant, tu sais, je suis munie d'une caméra qui est encore plus, perfectionnée, puis j'ai encore 3 écrans, mais au lieu d'avoir bon, donc, j'ai commencé, en fait, qui était pas en situation d'urgence parce que c'était avant la pandémie, mais petit à petit, en me disant: «Bon, OK, comment qu'on fait? Mais je veux répondre à ces besoins-là. C'est des beaux défis. Je voulais continuer à utiliser du matériel. Puis maintenant, ça m'amène à donner des formations, des conférences. Donc, et c'est vraiment rendu que des élèves qui sont au Japon, j'aime mieux en ligne, en fait, qu'en présentiel parce que maintenant, tout est monté sur l'ordinateur, des PowerPoint interactifs, savoir comment demander aux parents aussi quoi préparer. Donc, on envoie, même l'équipe est accompagnée pour que, OK, on envoie une petite image de est-ce que tu as besoin de Lego? Est-ce que tu as besoin d'un crayon pour écrire comme sur un petit tableau? On a notre petite caméra. Donc, pour des maths, par exemple, on continue des fois à utiliser le crayon. On peut demander à l'élève aussi d'être très actif parce qu'on va faire un contrôle de l'écran. Alors, avec le Mhm. tableau blanc déjà qui est sur la plateforme ou alors donc, il y a vraiment une interaction, mais qui se fait par le biais des outils technologiques et je pense que ça répond aussi à la motivation des élèves et à leurs intérêts. Donc, avec même des petits, moi, si j'ai un jeu, puis on peut demander aux parents de se munir d'un jeu comme ça et on le fait ensemble. Mhm. Donc, dans ce cas-ci, pour les lettres, donc soit qu'on veut travailler le son des lettres, je l'apprends, mais au moins, il y a toujours un côté ludique aussi. Donc, de ne pas avoir Oui, juste OK, fais-moi le son. Ah, tu sais, c'est non. fait que, Parce qu'il faut garder la motivation, il faut garder la concentration. C'est des élèves, on s'entend, en grande difficulté. Donc là, faut pour ça, c'est là, les ça. 3 écrans, Et on n'a pas une et minute à c'est ça, perdre. exactement. Les écrans, c'est vraiment pour avoir ben là, c'est parce que c'est des photos, puis des fois, j'ai pas toujours l'autorisation des parents pour avoir, leur visage. Donc, mais Mhm. normalement, en rencontre, on a, un écran pour l'élève parce que comme ça, on peut vraiment voir leur réaction. Un écran pour moi, ma préparation, ma prise de notes au travers, l'écran que je peux partager efficacement avec mon roulement qui est déjà tout sorti. Comme ça, c'est ça. On veut vraiment pas de temps de transition, là, de temps mort, parce que c'est ça, on les perd sinon. Donc, bon, c'est un petit, des fois, là, des petits investissements de technologiques, mais qui portent vraiment, ouais, portent leurs fruits Qui après, sont là. pratiques, qui sont Mmh. pratiques. Et puis là, tu sais, mettons, moi, je suis un parent, là, je suis à la maison, puis je me dis: «Ah mon Dieu, tu sais, mon jeune a de la difficulté, par où je commence? Tu sais, comment je fais pour, tu sais, vous contacter? Comment c'est quoi ta première approche? Tu sais, comment tu vas chercher tes parents? Comment on les accroche? Tu sais, comment on Ouais. leur offre ce service-là?» Ben maintenant, on est étendu aussi sur le Québec, parce qu'EDEAR a été enregistré en 2018 à Singapour et maintenant, étant donné que ça se développe de plus en plus, j'ai enregistré cet été aussi au Québec. Donc, on a aussi une place au Québec avec souvent, je me dis, les élèves qui sont à l'école à la maison, des élèves qui ont des besoins, puis je pense qu'il y a juste un manque, comme il y a un manque de personnel, manque d'orthopédagogues aussi, mon Dieu. Absolument. Donc, et un temps tellement investi dans le transport qui est là, on l'a pas, donc on peut faire à souper, puis l'élève, on sait que son enfant fait pas de l'occupationnel. Il est en rééducation, mais mon Dieu, c'est merveilleux. On n'a pas de temps à faire, à se déplacer. Donc, effectivement, que maintenant, on s'ouvre aussi au Québec et qu'avant, j'avais tendance à toujours référer mes demandes du Québec à des orthopédagogues de confiance et maintenant, ben, on peut y répondre. Donc, je dirais que la première étape, moi, j'offre toujours une première rencontre quand même gratuite dans le sens où de faire connaissance, expliquer, vérifier, rassurer les parents si notre aide
correspond aux besoins de leur situation. Donc ça me fait Mhm. vraiment plaisir toujours de garder ce lien-là. Puis après, bon, qu'on fasse ou non cette première rencontre-là, en fait, le site Internet est conçu pour être capable de faire la réservation en ligne. Donc, on passe par un processus, bien sûr, de paiement. Ensuite, on a aussi une anamnèse à remplir, ce qui fait que ça nous permet, nous, d'intervenir de manière la plus efficace possible parce Précis. qu'on a vraiment des informations sur est-ce que l'enfant a déjà eu une évaluation? Est-ce que l'enfant quels sont les retours à l'école? Comment s'est passée Mhm. l'enfance? Comment il réagit à la séparation, par exemple? Ou bon, donc, on a certaines informations qui vont nous permettre d'adapter. Puis, on fait après quand on reçoit le dossier, on fait une rencontre d'écoute et là, on se prend OK. un 30 à 45 à 60 minutes, le temps qu'il faut pour écouter la situation. On a l'anamnèse, donc on sait quelles questions aller approfondir et ensuite on peut rédiger notre plan de rééducation par rapport à ce qu'on s'est dit, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels moyens on va utiliser, est-ce qu'on va être en lien avec, l'école ou non et puis Mhm. et puis là, on commence avec l'élève selon les créneaux qu'on a décidés durant la rencontre d'écoute avec les parents. Donc, est-ce que c'est une fois par semaine, une fois 45 minutes? Est-ce que c'est 2 fois 30 minutes? Est-ce que c'est après l'école? Est-ce que l'école autoriserait qu'on voit l'élève aussi durant le temps scolaire dans un local? Est-ce que c'est une possibilité selon les besoins? Donc, il y a Euh, une bonne communication entre les deux Avec les parties, là. parents, c'est très, très, oui, 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 c'est vraiment Et vous là. couvrez primaire, secondaire, Eugénie, ou c'est Oui, plutôt juste primaire? 5 à 21 ans, même cégep. On a eu un élève français Wow! qui était au cégep, qu'on a accompagné parce qu'il est arrivé, il avait échoué 3 fois son épreuve uniforme de français, puis lui, il voulait rester au Québec, mais pour rester, ça lui prenait son 9. Sinon, il OK, avait pas OK, son renouvellement de visa et il OK. l'a eu. Ouais, on a travaillé fort, c'est Natacha de l'équipe et je souhaite à souligner parce qu'ils ont fait une très, très belle équipe ensemble. Hem Qui a aussi amené à faire un bilan parce que c'est un élève qui avait jamais été dépisté, puis bien sûr dyslexie, dysorthographie. Donc l'amener à voir tout ça en express, des aménagements, apprendre à utiliser les logiciels, puis, d'avoir des stratégies, comment les utiliser efficacement. Mmh. Tout ça, s'est fait là de manière très intensive avec une très, très belle collaboration, de la part de l'élève, 21 ans, faut qu'il s'investisse et Ouais, il oui, sait oui, qu'il a oui, pris, absolument, mouais. Donc, absolument. un beau défi, une belle mission accomplie, puis c'est ce qu'on aime, hein. C'est ça qu'on veut. Fait que jusqu'à 21 ans Absolument. maintenant, là, on avait plus jusqu'à 18 ans avant, mais là, maintenant, on peut vraiment dire ça. Donc, C'est jusqu'à 21. qu'on est capable, finalement, ça prouve vraiment que c'est un accompagnement de notre part aussi, de se renseigner. Puis maintenant, ben, une fois qu'on l'a fait, ça me donne envie d'en faire une autre aussi. Est-ce qu'on le sait comment? Donc, Puis là, 5 tantôt, ans, tu as parlé. c'est plus de la Vas-y, vas-y. conscience phono, développer l'intérêt à la lecture, donc des élèves que les parents se disent: je vois déjà quelque chose» ou des fois les enseignants qui disent aussi des commentaires aux parents et puis que les parents se disent moi je l'entends des fois: «Mais moi je suis pas pédagogue, puis j'ai pas envie que mon enfant ait pas d'estime de lui ou de motivation parce que je la porte mal», ben, je dis: «Ben, c'est parfait. Gardez votre bon lien familial, c'est important, la relation avec votre enfant. Chacun son domaine. Vous avez une belle profession. Nous, on trouve qu'on en a une plus belle encore, mais fait qu'on on va l'accompagner avec nos compétences et on fait des formations continues, tu sais, allons les utiliser là, nos moyens». Mmh. Partenaire de réussite, j'ai envie de dire à ça. Tu as parlé tantôt, Eugénie, de formation. Donc là, tu donnes des formations et des conférences aussi. En téléortho, oui, on m'en demande assez fréquemment, donc moi, je trouve ça intéressant, valorisant. Et là, Je trouve que c'est, un beau partage, donc oui, des fois, je ça donne c'est s'adresse ça. à qui, ces Ça formations, s'adresse, conférences-là? beh, à des orthopédagogues en fait, c'est à l'UQAM qui OK? m'arrive d'en faire dans les maîtrises qu'on me demande d'intervenir. Puis, à l'ADOC, l'Association des orthopédagogues du Québec aussi, donc par offre de propositions de conférences, Mmh. voilà. Durant le temps de la pandémie, on m'a demandé aussi d'en faire des webinaires, l'accompagnement, ils appelaient ça co-développement en téléortho. Ah, c'était tellement OK. intéressant.
Ah, parce que c'était une richesse de pas juste moi qui sais tout et écoutez-moi, là. Il y avait vraiment Mhm. on donne des Un idées, puis je peux échange. guider par rapport à des expériences parce qu'effectivement que je suis plus nouvelle là-dedans. Donc c'est vrai que je peux mais il y avait place à pouvoir créer et c'est ça qui était très intéressant, de pouvoir guider. En fait, c'est comme un peu de l'orthopédagogie pour les orthos, d'afin de guider, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant, ouais. Et puis, ben, maintenant, c'est ça. Donc, hem, je suis ouverte à en faire à d'autres aussi. Là, je pense qu'il y a beaucoup, de besoins à Il y a de l'étranger. la Je m'en rends compte. demande. Il y a de la demande parce qu'on a fait des conférences et qui sont achetées. Donc, je me dis, il y a vraiment des professionnels qui cherchent à se former et puis, donc ce sera sûrement un volet qu'on va développer très Wow! prochainement avec ADR, ouais, pour Génial. Et puis là, accompagner. moi, je te suis. Ah! Pierre, il arrive. J'ai une dernière question. Vas-y, vas-y, Moi, vas-y. je te suis, Eugénie, sur les réseaux sociaux, ADR. Et puis, j'ai vu là, que tu avais reçu un prix de reconnaissance. Ouais! Ah, tu Wow! m'en parler, il est ici. Tout à fait, mon trophée. Hey, wow, oui, mais Hem, c'est important de le le souligner. Merci, c'est gentil. C'est, le trophée des Français à l'étranger. Donc, c'est un concours, qu'il y a par rapport à reconnaître ce que les Français qui sont à l'étranger font, pour d'autres, voilà. Donc et puis, oui, c'était une très belle remise de prix, au ministère des Affaires étrangères, au Quai Ouais. d'Orsay. Je pense que c'était ça. Mhm. C'était beau, une belle cérémonie, toutes, tu sais, les belles salles un peu là, ouais, c'était Guindé, très, très des formel. belles, oui, c'est ça, des belles rencontres, puis qui permet aussi de justement de reconnaître que c'est un service, qui en vaut la peine, une belle, c je sais plus comment dire, c'est ça, reconnaissance, Mhm. une Reconnaissance? Oui. notoriété ou en tout cas de dire que c'est vraiment un Mhm, service de absolument. qualité, comme apporter un label de donc effectivement que c'est une belle rencontre. Puis je Eh dirais, ben, si je peux juste, félicitations. rajouter ma petite touche par rapport à ça, qu'on fait un événement, étant donné qu'on souhaite vraiment sensibiliser et outiller, la population sur les troubles de l'acquisition en lecture, en écriture, bon, donc les troubles qui se disent 10 là, Mhm. dyslexie, on fait un Mhm, événement le mhm. 8 octobre, donc si jamais ça vous intéresse, la Journée mondiale des 10, c'est en ligne et puis c'est gratuit. Ouh! Donc, c'est 8 heures de conférence gratuite et qui sera en rediffusion aussi. Gratuite? Ouais, donc, Est-ce que le lien sur ton site? il faut aller dans les événements, effectivement, événements Ouais, à venir. oui, je suis là. Ah, le 8, OK, parfait. Oui, 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 c'est là. quand on OK, clique, on parce y que arrive. j'ai ajouté dans le clavardage le lien vers Ah, ton site merci. Internet. Bonne idée, parfait. Donc, dans les événements, vous allez le trouver. Puis, je pense qu'on va peut-être le mettre en flash info, là. Mais bref, c'est ça. Ça fait partie aussi des beaux projets de, oui, on aide les Absolument. élèves en directement. Oui, on peut accompagner aussi des enseignants, mais aussi, on souhaite aussi propager ce rayonnement-là, oui, de l'orthopédagogie, mais de ce qu'on peut faire aussi pour ces enfants-là qui ont des difficultés Mhm. d'apprentillage. Hey, Absolument. Eugénie, j'ai une Hein? question pour toi. Tu as dit que vous étiez prête à faire de la distance avant la pandémie. Mmh. Euh, est-ce que malgré, là, tu es équipé, on a vu là, ton setup, là, si tu me permets l'expression, là, mais on a vu que tu étais organisé. Quelle est la plus grande limite? Il doit arriver un moment donné que tu fais comme ah non, ça, je peux pas faire ça. Là. Il Est-ce y quelque en chose? a eu ouais, ouais, ouais. Il y en a eu, par exemple, en maths. On disait, tu sais: «Mais comment on va faire pour faire manipuler?» Puis en fait, je pense que la limite est qu'il faut s'assurer de vraiment, comme on dit, communiquer avec les parents pour que l'élève ait du matériel. Parce que si moi, je manipule, par exemple, en maths, justement, j'ai une affaire pour balance, par exemple. Moi, je peux pas demander aux parents de tout se fournir tout, mais je peux quand même leur demander, par exemple, des jetons, je peux leur demander des pièces il faut qu'il manipule quelque chose, pas juste pour, toucher durant la rencontre, mais qu'il ait, à concrétiser. Donc je pense que le défi est vraiment à quel point on va organiser, planifier et communiquer avec les parents pour qu'en amont, ce soit fait. Est-ce que je peux donner le contrôle, donc faire des activités interactives, ça c'est sûr. Bien, il faut que je m'assure que la connexion internet aussi est bonne. Dans Ah certains pays qui ouais. en aident en Guinée, il y a des fois où, c'est Mélanie, elle dit: «Ben Eugénie, il faut que je coupe à un moment donné, puis des fois on se reprend, puis là ça va mieux». Fait qu'il faut accepter aussi cette flexibilité-là par rapport au pays. Des fois, justement, ça demande trop le contrôle de l'écran, donc Mhm. mais
on y arrive avec aussi de la flexibilité. Puis je pense qu'en orthopédagogie, on est aussi des personnes qui peuvent s'adapter. Donc, on est capable aussi de comprendre puis de dire, OK, on se retourne, on a assez de matériel, on a assez de choses. OK, celle-là, on va la refaire la prochaine fois. Regarde, on va passer à une autre activité cette fois-ci. On va prendre notre caméra puis on va passer plus un livre, par exemple, une Et lecture. est-ce que tu vas utiliser parce qu'il y a Polypad, là, du moment que tu as dit en mathématiques, là, moi, j'ai une formation sur Desmos et Polypad. Écoute, c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec ça à l'écran. Peut-être, est-ce que c'est des choses que tu utilises? Oui, j'imagine que oui. C'est ça. Maintenant, mais tu sais, comme avant, effectivement, je pouvais trouver des limites. Maintenant, on trouve des solutions à ces limites-là. Tu sais, quand on fait des PowerPoint interactifs, c'est très interactif. C'est pas juste tu lis. Puis, donc, effectivement, qui peut aussi déplacer. On utilise aussi des sites, que ce soit Netmat ou que ce soit des activités aussi qui nous permettent de pouvoir finalement contrer ces défis-là qu'on avait. Là. Ouais. Chapeau, Vraiment, bravo. C'est Merci. vraiment incroyable. Tout est encore ouais. tellement à développer. Il y a tellement d'idées, de plein d'affaires à mettre en place. Work in progress, comme on dit en bon français. Of course. Tant mieux, hein, quand on a de la créativité, il faut s'en servir à quelque part. Puis Vous êtes bien parti. Je veux te féliciter à mon tour pour ton prix. Bravo. Merci, c'est gentil. Le Merci rayonnement beaucoup. ailleurs, on aime ça. On aime ça voir des gens rayonner ailleurs. On adore ça. Bravo. Et puis lâche pas, c'est vraiment génial ce que tu fais. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Puis félicitations aussi pour Sortie de classe. C'est un beau projet. Je suis contente d'avoir fait partie. On avance tranquillement, pas vite dans la bonne direction. Ça s'en vient notre affaire. On va l'avoir. Merci beaucoup, Génie. À bientôt. Merci, À bientôt. Bye, bonne soirée. Bye. Bye. Bonne journée. C'est comme plein. J'ai aimé sa dernière intervention qui dit on est en mode solution à trouver des solutions aux limites. Hein. Tu sais, c'est comme à chaque fois, il faut qu'elle se dépasse, il faut qu'elle trouve des. Oui, et la flexibilité, d'accepter d'abord que cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est Puis de se ça. reprendre, ça arrive, puis on n'a pas le choix. Puis en enseignement, c'est ça pas mal tous les jours. Là. On est en mode résolution de problèmes. C'est pas mal ça ta vie, en effet. Puis c'est vraiment, non, écoute, je lève mon chapeau, là. Puis encore félicitations pour le prix, Eugénie. Vraiment, vraiment bravo. On passe à notre deuxième invité ce soir. Oui. Et puis, on va avec Roberto Gauvin tout de suite après ceci. Puis tu nous arrêtes, hein. Je pense que tu peux, tu peux te monter, hein. Puis oui. Je m'organise. Je m'organise, Pierre. Je gère. Je gère. Alors, c'est super bien de me gérer parce que quand Roberto et moi, j'ai on pas parle, dit que je te gère, j'ai dit je vais me gérer. Ah ouais, mais mais par la bande, tu nous gères. Alors, on rencontre Roberto après ceci. Roberto, bonsoir. Oh, on t'entend pas, il faut ouvrir le micro. Ouais, il y a un petit... Voilà. Voilà. Oups, ça l'a mis par défaut. Voilà, super. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, est-ce que les Canadiens sont en train de gagner? Malheureusement, non, mais ça regarde quand même assez bien. Là. Notre gardien a pris un petit peu plus d'aplomb, puis je pense qu'on va réussir à faire ce qu'on n'a pas fait 2 jours passés. Il y avait besoin d'aplomb, notre gardien. Ouais, mais là, c'est pas le même qu'on parle d'après moi. non, mais les gardiens du Canadien ont besoin d'aplomb de toute façon. Là, je pense que l'équipe au complet, là, on est rendu là. Une bonne défense aussi. Oui, c'est ça, exactement. Roberto, écoute, je regardais les nouvelles, puis c'est pas rose. Je parle au Québec, entre autres. Je ne sais pas chez toi, parce que tu as travaillé toute ta carrière au Nouveau-Brunswick. Peut-être qu'on pourra comparer un peu les systèmes. Mais... Et aussi au Manitoba, une dizaine d'années au Manitoba. Oui. Ah oui, OK, donc on ira faire un petit tour dans ce coin-là aussi. Parce que ça va clairement pas très bien au Québec, puis je ne veux pas tomber là, non plus dans le service, puis tout ça, les patentes. Là, je veux qu'on parle plutôt de... Parce que tu as été directeur d'école longtemps, et est-ce que en tant que directeur d'école, on a les coups des franges pour aider, là, je parle des gens qui quittent, puis qui démissionnent, puis qui tombent malades, puis tout ça. Est-ce que les directions ont les coups des franges pour aider, par la bande ou pas, les profs que tu es en train de voir, tu fais comme « ish, qu'au mois de septembre, ça ne passera pas ». Avez-vous des moyens pour aider ces profs-là?
Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a des moyens qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut mettre en place. C'est toujours le même problème, hein, c'est que ce qu'on parle par rapport aux enseignants ce soir, on pourrait en parler par rapport aux directions d'école. Donc, il y a aussi des directions d'école qui abandonnent, il y a aussi des directions d'école qu'on ne réussit pas à trouver. Et puis, ça a un peu un effet de domino aussi, dans le sens que si, par exemple, je donne cet exemple-là, on manque d'enseignants, bien évidemment, la tâche de travail des directions d'école va elle aussi s'alourdir parce que ça devient difficile. On fait quoi avec les élèves? On reçoit des gens qui sont peut-être moins qualifiés, donc plus de petits problèmes de discipline et des choses comme ça. Donc, ça a un effet domino, un effet d'entraînement. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, de parler un petit peu moins de pénurie. Puis oui, elle est là, la pénurie, mais il faut aussi parler beaucoup, beaucoup de rétention. Puis je pense que si on va avoir un effet au niveau du nombre de pénuries d'enseignants, je pense que si on travaille au niveau de la rétention, faire en sorte que nos enseignants, nos jeunes enseignants, je regardais des statistiques là, incroyables. Là, après un an, on parle de 20 à 30 d'enseignants à leur première année d'enseignement vont abandonner. Ça peut même aller jusqu'à 50 dans le premier 5 ans. Je veux dire, c'est incroyable. Je ne pense pas qu'il y a d'autres corps de profession qui auraient un taux semblable où on accepterait ça facilement. Et sans oublier ceux qui ne se rendent pas dans une classe, parce qu'il y en a qui abandonnent à l'université le bac, là. Oui, donc, puis en préparant pour l'émission de ce soir, ça tourne, dépendamment de l'université, là, ça tourne entre un 40 d'abandon, ça peut aller jusqu'à 25 là, donc il y a une variation de ce côté-là. Et puis, donc ça, c'est important. Puis, il y a aussi des enseignants qui décrochent de d'autres façons aussi. Hein. Donc, ils vont, c'est-à-dire, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont faire attention. On parle souvent qu'il faut prendre soin de soi. Donc, le sentiment d'appartenance, des fois, il va en prendre pour un coup, là, il va en prendre pour son rhume, des fois, dans le sens que les enseignants sont en mode survie, souvent. Là. Ouais. Mais en mode survie, oui, OK, parce que je l'ai été, moi aussi, à un moment donné de ma carrière, mais il y a des moyens de sortir de l'eau puis de nager comme il faut, là. Oui. Ben écoute, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour vous dire exactement. Tu sais, il faut apporter des solutions. À un moment donné, on ne peut pas juste chialer ou se plaindre. Là. Ouais. Mais je pense que le caractère essentiel que moi, comme direction d'école, je trouvais le plus important, c'est qu'il faut que les enseignants voient un sens à ce qu'ils font. Je veux dire, si les enseignants rentrent à l'école chaque jour, puis on leur demande de faire des choses qui, pour eux, n'ont pas de sens, ça va gruger un petit peu au niveau de leur fierté, au niveau de leur professionnalisme. Puis souvent aussi, eux vont se questionner, ils vont se remettre en question. Ça a souvent aussi tendance à avoir un effet si on se retrouve dans un milieu de type traditionnel, là, où il y a beaucoup de culture, une culture de contrôle, hein, où on veut rendre des comptes, puis on fait tout ça comme ça. Puis, tu sais, j'aime souvent citer Raymond Vaillancourt, là, avec tu sais, il faut passer d'un leadership traditionnel à un leadership renouvelé. Donc, la direction d'école doit, elle, faire un état de la situation, de sa situation en tant que leader. Puis, tu sais, si on parle avec Marius Bourgeois, on sait que tout le monde est un leader. Là. Donc, il faut que les enseignants fassent un peu la même chose, mais il faut que les directions d'école soient conscients de ça. Et puis, des fois, des petits gestes qu'on va faire au quotidien vont aller gruger justement cette dose de joie de vivre, si on peut l'appeler comme ça, des enseignants. Comme quoi, par exemple? Ouais, ça revient tout le temps avec l'histoire de la paperasse, puis des rapports, puis de la bureaucratie. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été surpris qu'on paye des enseignants 80 ou 90 000 $ par année pour aller faire de la surveillance dans le cours d'école. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir, je pense, donner les lettres de noblesse à l'éducation pour que les enseignants sentent qu'ils sont vraiment des professionnels. Je ne pense pas qu'on accepterait que des médecins aillent surveiller la salle d'urgence. Tu sais, là, je veux dire, on n'accepterait pas ça. Puis on fait souvent la comparaison, puis on fait la comparaison souvent quand ça fait notre affaire. Là. Mais au niveau des enseignants, je pense qu'il faut se poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'on fait au quotidien, que ça soit. Tu sais, puis je n'aime pas parler du système, là, mais on est dedans pareil. On est dedans, c'est ça. Ça fait qu'il faut qu'on regarde vraiment ce qu'on fait. Puis il y a des choses comme ça que des fois, on fait parce qu'on l'a tout le temps fait, puis on continue de le faire, puis on ne se pose pas de questions. Oui. Parce que tu parlais de la récréation. Moi, c'est drôle parce que comme prof, je n'haïssais pas ça de temps en temps parce que j'allais
Moi, j'allais créer des liens avec mes futurs élèves. Ben oui. Je ne suis pas en train de dire que les enseignants ne devraient pas faire de surveillance. Non, je comprends. Mais tu comprends, mais Ouais. il y a des tâches comme ça qui sont un peu ingrates ou qui sont un peu, tu sais, des fois pour un enseignant là, qui travaille, je vais dire des heures comme ça, là, mais de 8h30 à 3h, là, aller à la salle de bain là, est une épreuve. Là. Ah oui, c'est une épreuve, puis c'est un cadeau Ouais. quand on peut y aller. Là. Ben oui, voilà. Fait que Ouais. c'est pour ça puis là, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais il faut que les enseignants aient un sens à ce qu'ils font. Puis ça, je pense que ça passe par la valorisation. Donc, si on peut arriver, puis des fois, ça peut être juste dire merci. Hein. On voit quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas censé de faire ou qui ne ferait peut-être pas normalement, puis qui le fait. Puis moi, je vais tout le temps me rappeler, puis je ne veux pas radoter encore, là, mais quand j'étais à la direction, j'essayais, ma loi numéro 1, c'était d'essayer de jamais dire non à quelqu'un, à un prof. Oh! Et puis jamais, tu sais, on parle dans le contexte légal. Oui, je comprends. Ouais. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'est que quand moi, je demandais de l'aide, on me disait jamais non à moi aussi. Fait que ça marche dans les deux sens. Tu as été capable, en fait, d'instaurer une culture de confiance et tu es là pour eux, puis ils le savaient. Oui, puis cette culture de confiance-là, ben, c'est qu'il faut que dans nos paroles, ben, il faut que ça suive dans nos gestes aussi. Parce qu'on entend souvent des leaders dire « Ah, ben, j'ai confiance en mes profs », mais en même temps, on leur demande de faire des choses qui font en sorte qu'ils ne se sentent pas en confiance. On leur demande des rapports, on leur demande des résultats par rapport à leur évaluation, par rapport aux examens du ministère. On fait plein de choses comme ça. Puis c'est des petits gestes qui viennent, à un moment donné, qui viennent gruger un petit peu au niveau du moral des enseignants. Puis, tu sais, on pourrait parler de la composition de la salle de classe aussi, là. Dans le sens que, tu sais, il y a dans des classes, un élève ne vaut pas un élève, là. Dans certaines classes, un élève en vaut deux ou en vaut... Moi, j'ai eu des classes, lorsque j'étais enseignant de sciences au Manitoba, j'avais des classes de 36 jeunes, c'était fantastique. Puis j'ai eu des classes de 14 où c'était la fin du monde, là, parce que c'était vraiment difficile. C'est tout le temps une question de contexte. Puis une question aussi, si les jeunes voient un sens à ce qu'on essaye de leur montrer, puis faire avec eux autres aussi. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de réussite, mais on ne parle pas souvent d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut que nos jeunes apprennent? Là? Et puis, cette discussion-là va faire, je crois, je pense qu'on va avoir besoin de faire un chantier quelque temps national sur l'éducation par rapport à c'est quoi qu'on veut. Là. Puis au Québec, vous autres, c'est encore pire. Vous avez les écoles privées, vous avez l'école publique. Nous, au Nouveau-Brunswick, on a seulement l'école publique. Donc, on n'a pas d'école privée du tout. Et puis, vous avez aussi des écoles confessionnelles, si je me suis... Oui, mais on a aussi des écoles publiques avec programme. Voilà, oui. Ce qui est bon, c'est ça. On a une panoplie de choses. Pas sûr que ça aide, là. Oui, c'est un peu comme un buffet chinois. Puis dans le sens aussi, c'est qu'il y a des gens qui aimeraient atteindre les egg rolls, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a quelque chose qui les bloque en chemin aussi. Là. C'est ça. Mais c'est juste qu'il faut vraiment se questionner comme société. Puis le monde change. Je n'ai pas besoin de convaincre personne là-dessus, mais est-ce que nos écoles changent? Et puis, souvent tu sais, on va mettre de l'esthétique. On va faire justement des beaux programmes sport, on va faire des choses, mais on va mettre, par exemple, des obstacles pour que certains élèves ne peuvent pas y atteindre. Tu aimerais faire du théâtre, oui, mais ça te prend 80% en maths. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment regarder dans nos pratiques ce qu'on fait. Puis, si je reviens à ce qu'on discutait au début par rapport au niveau de la rétention nos profs, il faut que nos profs se sentent valorisés, puis ils sentent que ce qu'ils font a un impact, un effet. Puis l'effet, ben, c'est dans les yeux des élèves. Fait que les profs le savent. Là, quand ils passent de la page 4 à la page 5 puis ils en perdent la moitié, là, ils aimeraient prendre un peu plus de temps. Là. Mais on s'en rend compte qu'ils ne sont pas cons là, non plus, nos élèves. Là, ils savent. Là, oui. Mais tu sais, je vais revenir aux écoles avec des programmes spéciaux, par exemple. Est-ce que c'est une demande du milieu, c'est-à-dire, ou une demande du système qui dit « Ah, ben là, il faut réagir », ou on a rencontré nos profs et on a dit « Hey, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, pour accueillir tout le monde puis que tout le monde soit bien là-dedans. » Puis là, si tu décides de faire des écoles avec des programmes, est-ce que tes profs, ils retrouvent du sens dans cette école-là? Tu sais, faut que tu partes du milieu, non? Oui, mais on ouvre un autre canne de verre en faisant ça, dans le sens que
l'éducation provinciale, parce que c'est Juridiction provinciale. Merci beaucoup. Oui. Et puis, donc, on veut, par exemple, qu'un élève, peu importe sa région géographique, ait à peu près accès à la même éducation. Puis on sait que c'est pas vrai. Puis on sait, je veux dire, on a même besoin de faire une visite des gymnases, là, puis on va savoir que les jeunes n'ont pas accès au même programme d'éducation physique, par exemple. Donc, il faut vraiment, je pense, donner plus de latitude aux gens dans leur milieu, dans leur communauté, pour dire vraiment, ben nous autres, voici ce qu'on a de besoin. Oui, ça prend de la maths, puis oui, ça prend... Puis, tu sais, quand on parle de faire des choses comme ça différentes, les gens, ben on sait bien, vous autres, les innovateurs, vous ne voulez pas faire de maths ou de français. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Je suis en train de dire qu'il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tous les élèves apprennent, mais réussissent aussi. Puis, j'ai tendance à penser que des fois, nos écoles sont orientées vers un petit groupe d'élèves, c'est-à-dire le petit groupe d'élèves élite qui va vouloir aller plus tard à l'université. Puis, on a besoin d'écoles comme ça. C'est clair, on a besoin d'écoles avec un modèle traditionnel, académique, poussé. Si vous parlez ou si vous écoutez Mark Prensky, il va vous le dire. Mais on a aussi besoin de regarder d'autres façons de livrer l'apprentissage. Puis on sait que l'éducation, c'est un système humain. On a affaire à des humains, à des jeunes. Ouais. C'est pas un système mécanique. Ça fait que lorsqu'on parle d'examen, puis de rétention, puis de notes, à un moment donné, tout ça là, fait que pour les enseignants, ça n'a plus de sens. Parce qu'on a... C'est lourd. Ben oui, puis on a Tipol ou Tipierre dans le corridor qui vient d'avoir une chicane dans la cour d'école, puis là, il faut aller enseigner de la maths, mais non, mais il faut lui parler puis prendre du temps à ce jeune-là. Là. Puis souvent, je pense que les enseignants sentent qu'ils n'ont pas de temps justement pour intervenir. J'ai fait un podcast hier, puis je parlais justement de la valorisation de la profession enseignante. Puis je disais, mon point, c'était que je pense que la valorisation, il faut arrêter de demander qu'on valorise notre profession, puis qu'on commence par nous. Ouais. Est-ce que les profs, puis je ne suis pas dans le jugement, là, puis ceux qui nous écoutent, tout ça, là, sortie de classe fait 4 saisons, là, je valorise pas mal la profession, là, mais est-ce que les profs ne seraient pas leur propre ennemi dans cette valorisation-là je donne des exemples, je reprends ce que je disais hier, en chiolant constamment sur la tâche, tu sais, parce que la cassette, quand on la part, puis c'est pas mal tout le temps la même affaire, manque de service, trop d'élèves dans les classes, et puis ça tourne pas mal toujours autour des 5, 6, 7 mêmes points. Est-ce que si on ne tournait pas ça de l'autre bord, puis on ne montrait pas plutôt qu'est-ce qu'on réussit à faire en classe, on n'aurait pas je sais pas moi, une ambiance plus positive dans la profession? Est-ce que les profs ne sont pas leurs propres ennemis un peu? Ben écoute, c'est un peu un sujet tabou dont on parle ce soir, là, dans le sens qu'il y a une petite omerta là, par rapport aux enseignants de parler un peu de ce qui se passe dans leur école ou dans leur commission scolaire, puis encore plus sur la place publique. Donc, on essaie vraiment souvent de garder les choses calmes et tout ça. Et puis, il y a souvent des gens qui sont là ou qui sont engagés pour nous faire réfléchir si on sort de la boîte un petit peu. Donc les enseignants, ils sont pas dupes. Là. Ils apprennent assez rapidement que si je veux avoir du succès dans ce job-là, voici ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je me la ferme. C'est ça. Fait, entre autres. Puis je dis pas en même temps que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, moi, on parle souvent des hôpitaux. Là, on a des conférenciers qui font tout le temps ça, de comparer, ça prend des données probantes là, et tout. Là. Ouais. Ben, imaginez là, que je sais pas moi, que quelqu'un rentre dans la salle d'opération à un médecin puis commence à lui dire comment utiliser son couteau, son scalpel. Là. Je veux dire, je pense pas que ça fonctionnerait. Là. Fait que, tu sais, on a beaucoup de gérants d'estrade dans l'éducation. On a beaucoup de gens qui pensent, qui savent qu'est-ce que eux voient de bon en éducation parce que probablement, eux, ça a fonctionné pour eux. Là. Et puis, c'est correct. Mais il faut apprendre, je pense, comme enseignant, comme professionnel d'éducation, à mettre notre pied par terre. Puis cette autonomie professionnelle-là doit primer sur tout le reste. Le problème, c'est que souvent, quand on a tendance à vouloir le faire, là, on peut des fois passer pour un chialeux ou on peut se peinturer d'un coin en faisant ça.
Ouais. Donc, c'est vraiment délicat. Fait que je pense qu'en gang, c'est tout le temps plus facile. Hein. Donc, il faut que les enseignants décident. Puis moi, je parlais tout à l'heure d'un chantier, là, donc ça marche. Puis je ne parle pas nécessairement d'un chantier pour les parents et les élèves. Il peut y avoir tout ça. Là. Mais je pense qu'il faut que les enseignants disent, écoutez, là, voici ce que nous, on va faire, puis voici ce que nous, on ne fera plus. Puis on va faire cette liste-là. Et puis, ce n'est pas tout le temps évident parce que nous, au Nouveau-Brunswick, on était chanceux. Les directions d'école faisaient partie du même syndicat que les enseignants. On est une petite province. Ouais. Donc, on parle de 3000 membres actifs là, du côté francophone. Là. Donc, moi, si on me touchait ou qu'on touchait à un enseignant, ben, on touchait à tout le monde. Là. Donc, c'est sûr qu'au Québec, vous avez des variations de ça. Et dans d'autres provinces, il peut y avoir d'autres variations aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument dire, on prend un temps mort, là, et voici tout ce qu'on fait d'une journée ou dans une semaine. Puis comme ça ne peut pas vraiment continuer. Tu sais. Puis je regarde les gens qui abandonnent. On parle souvent des jeunes enseignants qui abandonnent dans le premier 5 ans, mais il y a de plus en plus d'enseignants qui prennent des retraites prématurées. Là. Il y a de plus en plus d'enseignants, par exemple, qui veulent travailler à 4 jours sur 5 ou à 3 jours sur 5. Et puis là, on leur met des bâtons, mais c'est une question de survie. Là, tu sais, je parlais de survie tout à l'heure. Ben, il y a des gens que pour pouvoir demeurer en santé, ben, ils quittent la profession ou qu'ils travaillent avec moins de journées par semaine. Ouais. Fait que ça, c'est des drapeaux rouges. Là. Oui, clairement. Ouais. Clairement, moi, je suis tombé 2 fois au combat là, quand j'enseignais. Il y avait le baril, puis moi, j'étais en dessous pas mal du baril, là, comme faux. Et je m'étais juré que je n'allais jamais retomber là parce que ma vie ne se définissait pas par mon travail. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais mourir à la job. Là. Voyons donc, c'est ridicule. Non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné. Et j'avais décidé même de prendre, moi, ce que j'appelais, on avait 6 journées de maladie. Moi, j'avais décidé d'en prendre le double. Là, il y en a qui me disaient, ouais, mais Pierre, écoute, c'est 200$ ou à peu près là, sur ta paye que tu perds. Ouais, mais la journée que tu tombes malade, mon ami, là, tu perds pas mal plus que ça, puis ça te coûte vraiment plus cher. Mais ce bout-là, de se sentir coupable de prendre des journées de maladie, puis là, on va manquer une journée à l'école. En tout cas, tu sais, je veux dire, il y a une roue qui tourne, puis ça ne marche pas. Là. Ouais. Mais il faut regarder les pratiques. Hein, je veux dire, en t'écoutant, là, tu sais, il y a des fois dans des écoles, des directions ou des membres à la direction qui vont spotter les enseignants qui sont efficaces avec des jeunes, par exemple, à problème, ou des jeunes qui ont des comportements difficiles. Puis on va donner explicitement ces jeunes-là à ces enseignants-là. Et puis, tu sais, ça peut être correct là, pour 1 an ou 2 pour régler certaines choses, mais un enseignant qui doit subir ce genre de traitement-là année après année, ben, veut pas, on est tous humains. Là. Ben, c'était pas mal mon cas, je vais te dire, franchement. Ouais. Là. Puis, tu sais, moi, bon, écoute, à un moment donné, je le savais, puis ça faisait partie de ma vie, mais je dois t'avouer que j'aurais aimé ça une année. Que ça soit à voisine, tu sais, je veux dire. Puis moi, ces enfants-là, tu sais, je veux dire, c'est bizarre ce que je viens de dire parce que c'est comme si on ne les voulait pas dans nos classes, mais au contraire, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être écoutés, puis il y a un problème s'ils ont ça, là, tu sais. Et on parlait de solutions tantôt. Ben, à ce moment-là, un enseignant qu'on spot comme ça, qui est très bon enseignant, qu'on aimerait envoyer tous ces élèves-là, là, on lui donne moins de temps d'enseignement, puis tu vas devenir un coach pour les nouveaux enseignants qui vont recevoir ces élèves-là, puis tu vas travailler avec ces élèves-là. Exact. Donc, tu sais, moi, j'ai pris ma retraite après 32 ans. On a investi beaucoup d'argent dans ma formation continue. On m'a envoyé partout sur la planète. Puis le lendemain de la retraite, tu sais, je veux dire, je pourrais peut-être aider à accompagner des jeunes enseignants. Puis on dirait que c'est plus important. Là. Et puis, on a beaucoup d'enseignants comme ça qui sont peut-être dans les dernières 10 années de leur carrière qui pourraient, comme ça, bénéficier d'un petit peu moins de temps d'enseignement, mais qui pourraient travailler à la base avec les nouveaux, puis avoir un effet sur ce taux d'abandon-là qui est 1 sur 2. Là. Je veux dire, on pourrait avoir des gens qui accompagnent comme ça, des gens qui disent ben, est-ce que ça fait du sens ou est-ce que je fais bien ça? Puis souvent, ils ne vont pas le dire à une direction parce qu'ils ont peur de ne pas être réengagés l'année prochaine. Ils ne vont pas dire qu'on a des problèmes de discipline. Là. Non, clairement. Mais avant que tu parles, Stéphanie, parce que je vais faire la même chose. Ah oui, parce que là, je peux pas. J'ai une dernière question. La place des parents, parce que souvent, moi, j'ai créé une formation qui s'appelle « J'y suis pour rester ».
je te le dis, là, je veux qu'ils restent. Je leur disais de mettre leurs limites. On parlait de mettre son pied à terre et tout ça, de mettre leurs limites. Moi, la classe, c'est mon espace de danse. Et chez vous, c'est la vôtre. Donc, chacun son rôle, puis tout ça. Puis si vous voulez vous impliquer, évidemment, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'était des bons partenaires. Mais toi, dans ton parcours, que quand tu étais prof ou direction, quelle place tu penses que les parents peuvent prendre dans une école? Ben, écoute, c'est sûr que c'est tout le temps le message qui est véhiculé à la maison et le message qu'on va envoyer lorsqu'on rencontre les enseignants. Où on sait, par exemple, que l'enseignement, ce n'est pas une tâche qui est facile. Il faut que les parents soient des... on parlait du hockey tantôt. Là, je pense qu'il faut que les parents deviennent des défenseurs. Là, ils viennent nous aider à appuyer tout ce qu'on essaye de faire. Le problème, c'est qu'on est limité. On parlait de orthopédagogie tout à l'heure, puis on sait que les ressources, il n'y en a pas assez de ressources. Fait que souvent, comme direction ou comme enseignant, on sait que cet enfant-là a besoin de quelque chose, mais on ne peut pas l'offrir parce qu'on n'a pas les ressources. Fait que c'est pas tout le temps facile de vendre ça aux parents, puis on se sent un peu pris entre l'arbre et l'écorce. C'est ça. Bien souvent. Fait que, il faut que les parents... Je pense qu'ils montrent que l'éducation est importante, mais je pense qu'il faut qu'ils frappent des fois aux bonnes portes aussi. Là. Puis, je vous regarde aller aux élections au Québec, on ne parle pas beaucoup d'éducation dans les dernières 4 semaines. Ça fait que moi, je me dis, les parents, finalement, ils sont où là-dedans? Puis c'est l'occasion unique de demander des choses. Puis je ne suis pas en train de blâmer les parents. Je suis juste en train de dire que, on a peut-être des écoles qu'on mérite des fois dans le sens qu'on y met dessus le temps, l'argent, l'attention et tout ce qu'on a besoin au travers de ça. L'amour. Oui, ben tu sais. Les écoles ont besoin d'amour. Oui, ben tu sais, on a besoin d'oxygène et pas de CO2, mais on a besoin d'autres choses aussi. Là. Clairement. Ça fait que on devrait mettre des détecteurs d'amour dans les écoles. Oh, c'est cute. Stéphanie, je te laisse ta question. Là, ça ne nous dérangerait pas si le nombre serait élevé à ce moment-là, hein? Si c'était des détecteurs d'amour au lieu de CO2. Non, j'allais faire du pouce, Roberto, sur ce que tu disais tantôt là, à propos des mentors qui accompagnent, qu'on dégage un prof d'une partie de sa tâche, parce que je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi, j'ai fait mon diplôme de 2e cycle en enseignement et je suis ressortie de là changer ma pratique. Elle avait vraiment changé. Puis c'est là que ça a commencé à faire du sens pour moi, l'enseignement. Il y a déjà de ça plusieurs années. Mais je me dis, quand on sort du bac, on n'a pas vraiment envie de se taper un diplôme de 2e cycle. Et puis, le mentor a un rôle à jouer là-dedans. Mais là, ce qu'on retrouve, moi, ce que j'ai vécu, là, ce que j'ai vu dans les dernières semaines, c'est que des profs qui sont prêts, qui sont déjà, ils enseignent le PEIA, donc le programme intensif d'anglais, sont déjà dégagés d'une partie de leur tâche, veulent faire le mentorat, veulent accompagner les jeunes profs dans l'école et on refuse à ces profs-là parce que dans la structure, c'est écrit qu'ils devraient être à temps plein pour faire ça. Voilà. Prof d'expérience, 35 ans d'expérience, je me dis, elle est prête, elle est disponible, mais on ne lui donne pas. Je comprends pas. Et là, on perd des profs. Là, on perd la jeune prof parce qu'elle n'a pas de soutien. On veut bien l'aider, mais les profs sont pas, il n'y a pas personne qui peut le faire dans le temps. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Là, on brasse les idées, là. C'est-tu un problème syndical? Est-ce que les CSS, par exemple, ou mettons le système, appelons-le de même pour pas nommer personne puis tout ça, là, mais est-ce que le système fait en sorte qu'on n'ose pas changer des petites affaires en réaction aux syndicats, les réactions que les syndicats pourraient avoir? Ben, moi, écoute, ben ouais, mais on a jasé souvent, moi puis toi, puis je pense que le mot qui revient tout le temps, c'est la culture organisationnelle. Là. Je veux dire, si on a une culture de contrôle, là, les syndicats vont se braquer. Si on a une culture de confiance, les syndicats vont être ouverts ou ils vont avoir envie d'essayer de faire des choses parce qu'ils sont là pour leurs membres. Donc, tu sais, ils veulent que leurs membres soient bien, qu'ils voient un sens à ce qu'ils font, qu'ils soient heureux. Ils ne veulent pas perdre de membres aussi. Là. Ils ne veulent pas perdre leurs enseignants au combat. Là. Donc, il faut, je pense, niveler le jeu un petit peu plus. Là. Puis, on a encore, je pense, des guerres d'ego là, par rapport à différents endroits ou services dans notre système. Puis, tu sais, souvent, lorsqu'on parle de ce que je vous dis présentement, les gens se sentent visés ou ils le prennent personnel. Là.
sais, quand je parle du ministère, là, je ne vise pas une personne en particulier. Je ne vise pas quelqu'un dans un district ou je ne vise pas quelqu'un dans une école. Mais ces gens-là, il faut à un moment donné faire une mise à niveau. Puis c'est quoi qu'on veut? On veut les meilleures écoles possibles pour nos élèves. Puis tu ne seras pas surpris que je vais dire que si on va au bat pour nos élèves, on ne peut pas se tromper. Fait que, tu sais, si on fait des choix par rapport à nos élèves, ben, si ça veut dire que l'insertion professionnelle va se faire dans le jour au lieu du soir des fins de semaine quand les enseignants sont fatigués, ben, on le fera dans le jour. Puis, il faut juste peut-être regarder différents modèles de faire les choses. Et puis, tu sais, on a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de décisions et qui ne pourraient pas tenir une semaine d'une classe de maternelle. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut revenir à la base. Puis la base, ce sont nos élèves. Puis tout de suite, si vous regardez au niveau de la santé mentale, au niveau des demandes d'aide, au niveau des élèves qui décrochent, puis on le sait, là, il y a des élèves qui décrochent physiquement, qui ne se présentent pas à l'école, puis il y a d'autres élèves qui décrochent mentalement assis à leur chaise en regardant au plafond. Là. Ça fait que, à un moment donné, il faut arrêter de se compter des menteries, là, puis il faut vraiment essayer d'avoir un effet sur les vraies choses. Donc, moi, j'ai tout le temps cru à une école où les élèves vont sentir qu'ils sont appréciés, qu'ils peuvent se dépasser, qu'ils peuvent réussir. Ils font peut-être pas 80 en maths tout le temps, là, mais à un moment donné, ils peuvent faire quelque chose dans l'école puis ils vont avoir du succès. Tu sais, tu es venu à Claire et puis le petit étincelle dans les yeux de ces élèves-là, c'était pas, je pense pas que c'était leur test de maths qu'on vous montrait. On vous montrait bien d'autres choses. Sauf que... Qu'on leur laisse de la place. Ben oui, mais puis l'autre affaire aussi, c'est que finalement, on est tous bons dans quelque chose. Ça fait qu'à un moment donné, quand tu arrives en deuxième année, puis tu as de la misère en maths, puis tu arrives en quatrième année, tu as de la misère en maths, mais en septième année, on le sait déjà. Ça fait qu'arrêtons de lui dire. Ça fait qu'il faut trouver une façon de faire ça. Puis souvent, les enseignants, quand je parlais qu'ils ne voient pas de sens à ce qu'on fait, c'est que ça tourne trop vite. Ça va trop vite. On n'a pas le temps. Puis tu sais, c'est pas une bonne excuse. Là. C'est juste qu'à un moment donné, il faut dire « wow, c'est assez. » Puis là, faire une mise à niveau, puis dire, je reviens sur mon idée de dire, voici ce qu'on va faire cette année, puis voici ce qu'on ne fera pas. Puis moi, comme direction d'école... Ou ce qu'on ne fera plus. Bon, ce qu'on ne fera plus. Moi, comme direction d'école, il y a encore des gens aujourd'hui qui ne me parlent plus parce que j'ai refusé de faire certaines affaires plusieurs années passées. Tu sais, puis par exemple, des sondages ou des affaires, ou certains formulaires. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné, on m'a demandé un formulaire. Puis là, je donne un exemple. Là, puis, je ne pense pas qu'ils vont me mettre dans le trou pour ça, là, mais il y avait un formulaire à chaque mois, il fallait remplir pour la santé et sécurité. Ben moi, au mois d'août, je donnais les 10 rapports tout de suite. Ils disaient, ouais, mais tu n'as pas eu les rangs. Mais tu sais, on disait tout le temps la même chose. Là. Puis s'il y a une poubelle qui est renversée, on va l'adresser. Arrêtons de capoter avec ces affaires-là. Ça fait qu'il y a des gens qui font des choses un peu comme on dit une expression des poules pas de tête. Là. On court comme des. Je pense qu'il faut mettre un temps d'arrêt. Là. Puis je pense que ça serait sain de le faire. Puis le faire aussi, finalement, c'est quoi qu'on veut? On veut quoi pour nos jeunes? Puis moi, j'ai 2 enfants qui ont passé à travers du système, puis c'est pas tout le temps évident là, de travailler dans le système, à essayer de l'améliorer, puis de voir des fois nos enfants subir des choses. Ouais. Mais écoute, c'est comme ça. Puis il faut faire confiance aux enseignants, puis à leur intégrité professionnelle, puis il faut leur donner de l'autonomie pour prendre des décisions. Puis, on aurait une émission ce soir sortie de la salle d'urgence. Là, les médecins diraient la même affaire. Oui, je suis parfaitement d'accord. Laissez-nous soigner les patients, ben, laissez-nous enseigner aux élèves. La job d'enseignant serait vraiment le fun si on pouvait enseigner. Hey, Roberto, tu sais qu'on pourrait faire plusieurs heures ensemble, puis ça serait toujours aussi intéressant, mais la proposition que je t'ai faite avant l'émission, je t'en reparle, je vais t'envoyer un petit courriel là-dessus, je t'envoie un petit message. Peut-être qu'on pourrait faire revenir Eugénie. Restez avec nous, Eugénie. Fais attention, tu vas revenir à l'écran. Et voilà pour le mot de la fin. Oui, merci. Alors, ben oui, je suis restée. C'était très intéressant, Roberto. Merci. Alors, merci à vous deux d'avoir été là avec nous. Toi, tu commences ta journée, Eugénie. Tu es au Japon, donc c'est ça au Japon, hein, c'est ça? Donc, tu commences ta journée. 10 heures le matin, nous autres. Bon, ben nous, on l'a fini, puis on est à veille d'aller faire dodo. On allait finir d'écouter le match de hockey. Alors, merci Roberto, merci Eugénie. Stéphanie, encore une excellente émission. Encore une fois, absolument. Et on se revoit la semaine prochaine. Je vais être en direct de Rivière-du-Loup parce que je suis j'ai un colloque avec les récits. Donc, je vais vous parler de ça rapidement. Puis, de mon côté, on va rencontrer Marc-André Girard, l'ancien co-animateur. Absolument. Et de ton côté, Liliane on rencontre Bilodeau, enseignante au primaire.
Parfait. Donc, on se voit la semaine prochaine. Puis là, partagez l'émission à ceux et celles. Partagez. Let's go. On fait des belles choses. On valorise la profession. C'est ça qu'on fait, nous autres, à sortie de classe. Merci beaucoup, les amis. Merci. À la prochaine. Salut, à la prochaine. Bye. Ciao, ciao. Bye.